Cheikh Anta Diop, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, troisième partie. Industrialisation de l'Afrique noire. La concentration simultanée des sources d'énergie et de matières premières permet de dégager en Afrique noire 8 zones naturelles à vocation industrielle. 1. Le bassin du Zaïre. Avec ses 650 milliards de kilowattheures de réserves naturelles d'énergie hydraulique, près des 2 tiers de la production mondiale, il est appelé à devenir la première région industrielle de l'Afrique, le centre principal de notre industrie lourde. Au stade définitif, l'énergie hydraulique fournira l'électricité nécessaire aux différentes zones de l'industrie alimentée par les réserves des matières premières des territoires avoisinants. Le charbon coquefiable de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud, le fer de l'Angola et même du Zaïre, le cobalt, 65% de la production mondiale, le chrome, 1 tiers de la production mondiale, le tantal, 85% de la production mondiale, Nigeria, le cadmium, le vanadium, le manganèse, l'étain, le cuivre, à cheval sur le Haut-Saba et la Zambie. Minerai le plus riche du monde, le zinc, le plomb, l'argent, le diamant industriel, l'or, l'uranium, premier exportateur mondial, 60 à 70%, mine de Chine-Krolobwe. L'abondance à la fois de l'électricité d'origine hydraulique et des métaux non ferreux confère à cette région une vocation toute spéciale pour la fabrication d'aciers spéciaux à usage stratégique ou domestique. Aux multiples applications industrielles, acier au chrome, blindage, corrosion, acier au chrome wolfram, cobalt à coupe rapide, au silicium, usage industriel, dynamo, au cobalt pour la fabrication d'aimants permanents grâce aux grands champs coercitifs qu'ils peuvent receler. 300 Ørsted. Acier au tantal, haute température, acier au manganèse, résistance au choc. Seules les régions privilégiées en électricité peuvent se spécialiser dans la fabrication de ces aciers dits électriques ou au four. Il en est de même en ce qui concerne l'installation d'une industrie électrométallurgique, en général pour le traitement des sous-produits, des minerais de cuivre, plomb, étain, argent, pour l'affinage de ce métal, du zinc, de l'étain, du plomb, pour la fabrication du fer électronique, du magnésium, par électrolyse de l'eau de mer, de l'extraction d'hydrogène lourd, de celle-ci, plus tard, lorsque l'énergie thermonucléaire sera domestiquée. Cette région est aussi privilégiée que le Canada pour le traitement de la bauxite venant des autres pays et la création d'une industrie d'aluminothermie. Des découvertes éventuelles de minerais de fer à teneur supérieure à 25% et de bauxite conféreraient à ce pays la primauté indiscutable pour l'installation de notre industrie lourde. Grâce aux alliages légers, on peut prévoir sur la côte atlantique un important centre de construction aéronautique, avions, fusées. De même, les aciéries alimenteront les centres de construction navale, d'automobiles, de machines agricoles, etc. Le Zaïre pourra même exporter des tôles et des tubes vers d'autres centres éventuels de construction navale et aéronautique comme Dakar, Mombasa, etc. Le site est également favorable à cause de la forêt vierge à l'installation d'une industrie variée du bois, depuis le contreplaqué jusqu'à l'industrie chimique de distillation du bois avec ses produits dérivés, alcool, alcool méthylique, acétone, goudron, dérivés cycliques qui pourront servir de matière première de synthèse à une industrie de colorants. Des industries de pâte à papier, de tissus artificiels à partir de la cellulose, de matières plastiques, etc. seront également créées à partir de la forêt. Grâce à l'usage systématique des insecticides qu'il faudra choisir non cancérigènes, l'Afrique équatoriale
sera la région d'élevage de l'avenir avec ses immenses prairies vertes en toute saison. Les autres plantes industrielles cultivées au Zaïre, oléagineux, palmarès, Éveilla, coton, canne à sucre, café, cacao, donnent une idée de la multiplicité des industries qui seront forcément concentrées dans cette région. Usines de pneumatiques grâce à l'Éveilla et au coton, le coton servant d'entoilage tandis que le soufre extrait comme sous-produit de la métallurgie du zinc blindé pourrait servir à la vulcanisation du caoutchouc et à la production d'acide sulfurique. Dans le même ordre d'idées, ils seront installés des sucreries et des raffineries, des usines de filature et de tissage et des huileries savonneries. Certaines de ces industries existent déjà dans la région, mais d'une façon tout à fait sporadique. Ce sont des industries complémentaires qui seraient bien incapables de satisfaire les besoins du continent africain et d'exporter le surplus de la production. Après avoir alimenté toutes ces industries, l'excédent d'énergie électrique du bassin du Zaïre pourrait servir d'énergie d'appoint, suivant les saisons, aux autres régions d'Afrique, surtout tropicales, grâce à une interconnexion des usines de production. Cela supposerait une entente préalable de tous les territoires africains avant les premières installations importantes pour la standardisation de certaines normes, telles que période du courant produit, etc. Mais, bien que la majeure partie de notre uranium provienne de cette région de l'Afrique du Sud, qui possède également un important gisement de thorium, il serait absurde d'y créer des centrales nucléaires dans l'avenir, vu l'abondance des autres sources d'énergie, hydrauliques et pétrolières, peut-être. Les centrales nucléaires et thermiques, en général, seront réservées aux régions tropicales qui, apparemment, sont déficientes en sources d'énergie, mais nous stockerons les déchets radioactifs en attendant de nouvelles études. Je dis apparemment déficientes parce qu'il est à peu près certain que les prospections pétrolières systématiques entreprises maintenant en Afrique tropicale, Sénégal, Soudan, Niger et Sahara du Sud bouleverseront complètement la physionomie énergétique de ces régions. Cela semble particulièrement vrai pour ce qui est du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. D'autre part, on est loin d'avoir épuisé toutes les possibilités d'équipements hydroélectriques non prohibitifs des tropiques, malgré le régime des cours d'eau. Le Zaïre peut créer également une industrie importante de chimie minérale, divers engrais, de chimie synthétique et une industrie du ciment. Les cimenteries seront alimentées par les argiles et calcaires locaux, les charbons maigres, non coquéfiables des autres régions, Nigeria, Tanzanie, avec ses 7 milliards de tonnes de réserves. Le développement systématique de la culture vivrière, du riz, au Zaïre, au Nigeria, Dahomey, Togo du Sud, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Casamance, vallée du Sénégal et du Niger, au Soudan, autour du lac Tchad, etc. Et en Afrique orientale, doit être poursuivi de manière à réaliser un bouleversement dans les habitudes alimentaires, à remplacer le mil par le riz, comme base de l'alimentation nationale. Ainsi, dans un proche avenir, dans 3 domaines vitaux, l'alimentation riz, l'habillement cotonnade, le logement, ciment et béton, l'Afrique pourra cesser de dépendre de l'extérieur en cessant d'importer soit d'Asie, soit d'Europe, ces produits indispensables à son existence. La pêche industrielle du requin pour les huiles vitaminées et de la baleine dans la région du Gabon est réputée. Les côtes poissonneuses de l'Afrique occidentale, en général, font contraste avec celles de l'Europe, qui sont de plus en plus pauvres en poissons. On peut donc prévoir toute une industrie nationale de la pêche sur toute la côte africaine, en particulier au Zaïre. Il faut mentionner également l'importance de la pêche en eau douce, compte tenu du fourmillement de poissons
dont le fleuve Zaïre, ainsi que l'industrie de conserve qui lui est nécessairement corollaire. Ici encore, la métallurgie de l'étain donnerait tous les emballages requis pour cette industrie et toutes les autres industries alimentaires de conserve, de fruits équatoriaux, etc. Une industrie spéciale de frigorifique et du froid en général sera développée ou créée corrélativement dans toute l'Afrique équatoriale et tropicale. Le bassin du Zaïre, par une contradiction presque dramatique, recèle aujourd'hui la quasi-totalité de nos richesses continentales, alors qu'il est la région la moins peuplée du continent. Au total, 19 millions contre 14 au Sahara, avec une densité de 2 à 3 habitants au kilomètre carré. Donc, région aussi riche que désertique, presque aussi déserte que le désert. Cette faiblesse intérieure devra être compensée dans l'avenir par une politique d'hygiène et de développement systématique des naissances, par une politique démographique appropriée, à l'exclusion de toute immigration massive d'étrangers ou de main-d'œuvre étrangère. Dans l'immédiat, c'est-à-dire dans les premières années d'industrialisation, un appel judicieux de la main-d'œuvre des territoires africains avoisinants suffira. Compte tenu de la mécanisation de l'agriculture et de l'automation, à suppléer à la carence de main-d'œuvre. La notion d'optimum de population doit être revisée. Elle n'a plus du tout la même signification qu'avant l'automation. Quoi qu'il en soit, le problème du repeuplement de l'Afrique, de la reconstitution de sa population décimée par l'esclavage et non pas seulement par la maladie, comme on l'a souvent dit, reste un problème aigu pour tous les Africains. Le Zaïre, le Congo avec une grande partie de l'Afrique équatoriale forment en quelque sorte la même zone naturelle avec les mêmes caractéristiques économiques. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas cherché à séparer artificiellement les deux rives du Zaïre dans une revue comme celle-ci. L'importance du bassin du Zaïre est indéniable pour tous les Africains, en particulier pour nous, Africains francophones, qui sont plus aptes que nos camarades d'expression anglaise, portugaise ou autres à entrer directement en rapport avec les ressortissants de ce territoire en vue de tisser à temps entre nos peuples des liens définitifs pour bâtir notre avenir commun. Tous les Africains devraient participer à l'équipement industriel de cette région, en particulier à la reprise de la construction du barrage d'Inga, qui était prévu pour une production de 400 milliards de kilowattheures annuels au Zaïre. Région du golfe du Bénin. La région centrée sur le Nigeria, delta du Niger, est encadrée par le Dahomey et le Togo à l'ouest et le Cameroun à l'est, est également un centre futur d'industrie. Les réserves hydrauliques s'élèvent au total à 250 milliards de kilowattheures annuels, 200 pour le Sanga maritime et 50 pour le Nigeria. Le pétrole vient en outre d'être découvert au Gabon. L'ensemble des indices recueillis permet de faire une large part au pétrole parmi les diverses sources d'énergie qui permettront d'équiper le pays. On a déjà dit que le Nigeria monopolise le tantal. On y trouve également de l'étain, du charbon non coquefiable et d'immenses réserves de lignite de l'ordre de 200 millions de tonnes. Le Cameroun produit de l'uranium, de l'étain et de l'or. Une industrie de l'aluminium est déjà installée dans la région grâce au barrage de Léa. On pourrait donc favoriser dans cette région le développement d'une puissante industrie électrométallurgique, électrochimique, chimique, cette dernière utilisant le charbon pauvre comme une matière première de synthèse. Tout le sud du Nigeria, du Togo et du Dahomey, bien que très humide, a été déboisé au profit des cultures, si bien que la forêt dense y a disparu. Mais elle existe encore, compacte au Cameroun maritime, dont le bassin
de la Sanaga. Là, elle pourrait encore donner l'essor à une puissante industrie chimique du bois, distillation, pâte à papier, tissu artificiel. Dans un premier stade, on pourrait également utiliser le charbon pauvre dans les centrales thermiques au nord du pays. La présence du palmier à huile, du cocotier, cofra, l'hévéa pour le Cameroun, la canne à sucre, le cacao permettent de créer les industries correspondantes. Huilerie, savonnerie, usines de pneumatiques favorisées surtout par la présence du coton pour l'entoilage, sucrerie et raffinerie, etc. On pourrait développer systématiquement la culture vivrière du riz dans la région du Delta. 3. Le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les deux pays disposent ensemble de 25 milliards de kWh de réserves annuelles, avec l'équipement de la Haute-Volta, de la Bandama et de la Comoé. L'aptitude du Ghana à recevoir une industrie d'aluminothermie est évidente. La bauxite y abonde et voisine avec l'énergie hydraulique. Le barrage d'Agena est prévu pour une puissance de 450 kWh. Le manganèse, dont le Ghana a le quasi-monopole en Afrique, pourrait trouver une utilisation locale appropriée dans la fabrication d'acier électrique. Si des prospections systématiques par avion et d'autres révélaient la présence de fer et de métaux non ferreux en Ghana et Côte d'Ivoire. Pourtant, même dans ce cas, il faudrait que le Ghana importe du charbon d'Afrique du Sud, de Rhodésie ou même d'Europe, plutôt que de profiter de la proximité de la forêt ivoirienne, qui est une forêt dense, pour tenter de faire de l'acier au bois. Une pénurie absolue de charbon, seule, pourrait justifier le recours à ce procédé. Si je puis dire, barbare. Même en Afrique équatoriale, au Congo, où règne en maîtresse la forêt dense, je me suis refusé d'envisager ce recours. Notre forêt, en particulier celle de la Côte d'Ivoire, doit avoir un destin essentiellement chimique. La Côte d'Ivoire est particulièrement désignée pour recevoir une industrie chimique de la forêt, au même titre que les deux régions précédemment citées, avec les mêmes variantes. Une industrie du bois, dans toute sa généralité. Le Ghana et la Côte d'Ivoire réunis monopolisent plus de la moitié de la production mondiale de cacao. Nous verrons à la fin que l'or de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Cameroun, les diamants du Zaïre et de l'Angola devront avoir une destination tout à fait spéciale. Les richesses de la Côte d'Ivoire sont, jusqu'ici, essentiellement agricoles. On peut installer dans l'ensemble de cette région des usines de conserve de fruits et légumes, ananas, bananes, cacao, igname, etc. Des huileries, savonneries et y développer la culture intensive du riz. 4. Guinée, Sierra Leone, Libéria. C'est une région métallurgique par excellence, tout à fait désignée pour l'installation d'un puissant combinant, comme plusieurs auteurs l'ont déjà signalé. En effet, elle totalise plus de 25 milliards de kWh de réserves annuelles d'énergie hydraulique. Le barrage de la Concouré en Basse-Guinée est prévu pour une puissance de 200 000 kW. Le minerai de fer de la presqu'île de Kaloum titre 50%. Il est évalué à 2 milliards de tonnes de réserves. La bauxite des îles de Los en Guinée est évaluée à 10 millions de tonnes de réserves. On trouve disséminé de la bauxite dans d'autres régions du territoire, jusqu'en Haute-Guinée. Il faut ajouter à ces minerais le fer du Libéria, Bonny Hills. On trouve également du diamant industriel au Macenta et de l'uranium. Toute cette région
depuis le Libéria jusqu'en Guinée, est favorable à la culture de l'EVA. En important du charbon, on pourrait donc y installer une puissante métallurgie en même temps qu'une aluminothermie et des usines de pneumatiques. C'est dire que la région est un futur central industriel de construction automobile et aéronautique, avions, fusées, balistiques, interplanétaires, etc. On pourrait également y installer des huileries-savonneries, grâce à la présence du palmier à huile et autres oléagineux, des industries de conserve alimentaire, ananas, bananes, etc. On peut y développer la culture intensive du riz, de la noix de cola, ainsi qu'en Côte d'Ivoire, celle des épices, du café, de l'indigo. 5. Zone tropicale. Sénégal, Mali, Niger. Ces régions sont réputées pauvres en énergie. Cette impression défavorable ne nous dispense pas d'examiner par-delà les apparences plus ou moins dramatiques quel pourrait être l'avenir industriel de ces pays. La prospection pétrolière, poursuivie de plus en plus systématiquement dans le sud du Sahara, est appelée vraisemblablement à bouleverser dans un proche avenir toute la physionomie énergétique de ces régions tropicales jusqu'ici apparemment déshéritées. Le pétrole fournirait à la fois la source d'énergie indispensable à l'installation de centrales thermiques, au fioul, et une base importante de matières premières pour une industrie chimique du pétrole. On connaît toute la gamme des produits et sous-produits tirés par extraction et synthèse des dérivés du pétrole. Engrais, pharmacie, matières plastiques, insecticides, caoutchouc, synthétiques, tissus artificiels, etc. L'abondance de l'énergie hydraulique dans les autres régions de l'Afrique, équatoriale surtout, a conduit à minimiser les possibilités hydroélectriques du Sénégal et du Mali en particulier. Si l'on envisage l'industrialisation de ces régions et leur équipement énergétique dans le cadre d'un plan d'ensemble conçu à l'échelle de l'Afrique, l'installation de certaines industries, comme l'exploitation de certaines ressources énergétiques, deviennent ridicules, sinon absurdes, tout au moins dans la première phase de l'industrialisation générale. Ainsi, c'est seulement dans le cas d'une sorte d'autarcie industrielle, si le Sénégal et le Mali n'arrivaient pas dans l'immédiat à s'entendre avec les autres territoires, que l'on pourrait envisager l'installation d'une micro-métallurgie à Kédougou. Dans le cas contraire, où les concessions réciproques permettraient non seulement l'interconnexion des lignes de distribution d'énergie, mais également la spécialisation industrielle des territoires, le Sénégal et le Mali devraient s'orienter résolument vers l'implantation d'une puissante industrie du textile, du ciment, du pétrole et de la pêche. La vallée du Sénégal, la région du Massina et la boucle du Niger seraient aménagées selon l'ancien projet de l'Office du Niger pour une production intensive du coton, parallèlement à la culture du riz. Dans ces régions tropicales et équatoriales du monde, en Afrique en particulier, on peut prévoir, pour des raisons d'hygiène et de climat, que les textiles artificiels n'élimineront jamais totalement les cotonnades dans l'habillement. On pourrait donc transformer les deux zones tropicales de l'Afrique, de part et d'autre de l'équateur, en zone industrielle du textile, non seulement pour l'alimentation du marché intérieur, mais pour une exportation virtuelle. L'industrie textile a ceci de particulier. Les installations sont robustes et peuvent durer de l'ordre d'un demi-siècle, mais sont vite démodées. C'est la raison pour laquelle l'industrie textile des vieux pays, avec ses installations anciennes, France en particulier, est essoufflée et ne peut pas concurrencer celle des pays neufs aux installations ultramodernes, hautement mécanisées. C'est ainsi que le Japon et l'Inde exportent des cotonnades
jusqu'en Afrique noire. Il faudrait installer une industrie complète de filature et de tissage pour tisser à la fois le coton pour l'habillement, le jute et le sisal pour les emballages, sacs de traite d'arachide, etc. Ceci implique le développement ultérieur de la culture du jute et du sisal que l'on pourrait même importer en cas de pénurie du Zaïre et de la Tanzanie. On tissera également des fibres artificielles provenant de l'industrie chimique du bois de la Casamance, voire ci-dessous. De même, les tissus ainsi fabriqués dans le Nord pourraient servir éventuellement d'entoilage pour les pneumatiques fabriqués dans les usines de la Casamance à partir des plantations d'EVA dont il sera question plus bas. L'industrie textile utilise essentiellement la main-d'œuvre féminine, 50 à 60%, ce qui est intéressant pour une politique de plein emploi. Elle pourrait, d'autre part, faire revivre des villes comme Saint-Louis du Sénégal. Industrie de matières colorantes. Elle est l'industrie sœur de celle du textile. Aussi, le Sénégal et le Mali devront-ils les développer parallèlement. Cette région des tropiques peut absolument devenir le site d'une future IG Farben africaine. Compte tenu de l'abondance des ressources énergétiques de l'Afrique noire, il apparaît de moins en moins nécessaire de fabriquer des combustibles synthétiques à partir du charbon pauvre. L'essence, par exemple, selon le procédé Fischer-Tropsch. Une industrie chimique de matières colorantes dans nos régions sera donc tout naturellement destinée à recevoir comme matière première le charbon pauvre du Nigeria, qui donnera par distillation les dérivés cycliques nécessaires à l'industrie des matières colorantes pour l'impression des tissus. En réalité, une industrie aussi puissante pourrait facilement se différencier et s'étendre aux différents domaines de la synthèse des produits de consommation. Industrie du ciment. Le marché africain est aussi insatiable en ciment qu'en textile, sinon plus. Toute la côte sénégalaise, grâce à la présence de calcaire et d'argile que l'on trouve partout, peut développer une industrie du ciment de première importance. Il suffira de se procurer le charbon nécessaire au chauffage des fours au Nigeria, en Tanzanie, en Afrique du Sud ou en Europe. On installera également des briqueries et tuileries, argile locale. De même, des glaceries à partir du sable, des plages et d'ailleurs. Le verre n'est qu'un silicate de soude et sa fabrication se ramène à une réaction chimique. Le jour où l'on aura trouvé suffisamment de pétrole dans nos territoires du Sénégal, du Mali, du Niger ou dans le Sahara, le problème du chauffage des fours sera résolu. On remplacera le charbon par le mazout. Industrie des oléagineux. Les forêts de palmiers à huile qui poussent naturellement de la Casamance à Saint-Louis du Sénégal en passant par la région des Niayes permettent l'installation d'importantes huileries, savonneries à Ziguinchor, dans le Djander, à Saint-Louis, en plus de celles qui existent déjà à Dakar et qui traitent actuellement les 2/3 de la production d'arachide du Sénégal. On pourra augmenter la culture de l'arachide avec moins d'efforts humains, en passant résolument de la méthode extensive à la méthode intensive, par l'usage des engrais et la mécanisation, arracheuse, batteuse, station, collective, etc. Des huileries africaines qui traitent l'arachide n'importent plus le charbon, qui est remplacé par les coques, tandis que les tourteaux sont utilisés dans l'élevage. On peut répandre et développer la culture du ricin, qui fournit une huile industrielle hautement appréciée, entre autres raisons, parce qu'elle supporte de hautes températures
sans s'enflammer. Moteur d'avion, etc. La culture du coton fournirait également un appoint d'huile à traiter grâce aux graines. Pêcherie. Dans les années à venir, la nécessité apparaîtra de créer sur les côtes du Sénégal une véritable flotte de pêche de haute mer pour tirer le maximum de profit industriel des bancs de poissons, de crustacés qui vivent dans ces régions. Les pêcheries de Port-Étienne sont très réputées. Langoustes, thon et les pêcheurs européens, bretons, dont les côtes se dépeuplent de poissons, viennent passer des mois entiers chaque année sur toutes les côtes de l'Afrique occidentale. Les requins foisonnent au large de Dakar. Or, on sait que ce poisson fournit une huile vitaminée qui est très appréciée en pharmacopée. Une telle flotte, bien équipée, pourrait descendre jusqu'à Pointe-Noire au large du Gabon et se risquer même à la pêche à la baleine, dont l'importance industrielle est indéniable. On sait qu'à la suite d'études scientifiques minutieuses, ces parages des côtes africaines se sont révélés favorables à la pêche. Cette pêche. Toutes sortes d'industries de transformation dérivent de l'industrie principale de la pêche, depuis les usines de conserve jusqu'aux margarineries, industries pharmaceutiques, etc. Une industrie du froid tirée directement du soleil ou d'autres sources d'énergie dans l'immédiat permettrait de ravitailler en poissons frais non seulement les régions bordières, mais l'intérieur du pays en toute saison. Industrie chimique du bois. Faute d'un accord conclu à temps, le Sénégal du Sud, Casamance, sera amené à développer une industrie chimique du bois qui serait superflue en d'autres circonstances. La Casamance est une région humide, relativement boisée, mais la forêt vraiment dense, caractéristique de l'Afrique équatoriale, ne s'y rencontre plus que sous la forme d'îlots. Pour qu'elle soit apte à recevoir une industrie chimique du bois, compte tenu de la faiblesse du recrue annuel de nos forêts, 0,2 m² en moyenne, il faudrait même y pratiquer un reboisement scientifique. Pour recréer la forêt dans les meilleurs délais, il faudrait même s'orienter, comme on l'a déjà préconisé pour d'autres régions, vers l'utilisation de plantes à pousse rapide, cactus, même annuels, papyrus, etc. La règle d'or de l'économie du Mali et du Sénégal est de ne plus déboiser la moindre parcelle de terrain. Le déboisement de la forêt casamançaise pour l'extension de la culture d'arachide par des compagnies privées est une catastrophe nationale. Les espaces offerts dans le nord, cela vient d'être souligné ci-dessus, suffisent largement pour la culture de cet oléagineux si on fait usage des nouvelles méthodes scientifiques. La Casamance ainsi reboisée méthodiquement pourrait fournir la matière première à une industrie chimique du bois, installée sur le territoire, même dans la banlieue de Ziguinchor par exemple. On produira de la pâte à papier, du papier pour la consommation intérieure, journaux, administration, imprimerie, des fibres textiles à destination des usines de tissage de la vallée du Sud et de la boucle du Niger, fabrique d'allumettes, explosifs. La distillation du bois fournirait des goudrons, des dérivés cycliques pour l'industrie des matières colorantes, de l'alcool méthylique, de l'acétone, etc. pour la synthèse chimique locale. La Casamance pourra reprendre d'autre part la culture de l'Éveillé, qui a été abandonnée aux environs de 1910 au profit de la culture de l'arachide, ainsi que celle de la canne à sucre en vue de la création de raffineries de sucre. La culture de l'Éveillé, reprise sur un plan méthodique et scientifique, ferait de la Casamance l'aboutissement de cette zone naturelle du caoutchouc qui s'étend depuis la Côte d'Ivoire en passant par le Libéria et la Guinée. L'industrie des pneumatiques, qui lui est corollaire, serait installée dans la région
et pourrait contribuer à soulager celle du combinat Guinée-Sierra Leone. Quoi qu'on dise, des nouveaux procédés de synthèse sont loin de détrôner le caoutchouc naturel, car le problème de la matière première n'est nullement résolu de façon satisfaisante. Le nouveau procédé de synthèse du caoutchouc naturel utilise l'isoprène comme matière première et le lithium comme catalyseur. On obtient la même régularité de ramification des radicaux méthyl de part et d'autre de la chaîne principale que dans l'EVA naturel. Le prix de revient de l'isoprène de départ permet de concurrencer dans une certaine mesure le caoutchouc naturel. De toute façon, pendant de longues décennies, il sera encore absurde qu'un continent aussi favorisé que l'Afrique pour les plantations d'EVA s'oriente vers la synthèse du caoutchouc naturel. Dans les régions de culture maraîchère comme Bargny, près de Rufisque, Tivaouane, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, on pourra installer d'importantes usines de conservation alimentaire variées. Mangue, goyave, ananas, etc. Le Sénégal peut pousser davantage sa spécialisation dans l'industrie chimique en installant des usines d'engrais phosphatés, Taïba, potassique et nitrique pour le ravitaillement des différentes zones agricoles d'Afrique. Culture du riz. Le vieux projet de l'aménagement de la basse vallée du Sénégal envisageait de remplir le lac de Guiers avec les eaux de crue, ce qui permettrait, pendant la décrue, de dessaler avec ces eaux de réserve les berges du fleuve. On pourrait ainsi cultiver 50 000 hectares de riz. Ajoutons qu'une telle réserve d'eau, au moment de son utilisation à des fins agricoles et lors du remplissage, pourrait servir comme force motrice à broyer les céréales, mil et autres, dont des minoteries. Le lac mesure 50 km sur 10 km environ. L'autre projet, non moins vieux, de l'Office du Niger, 1932, prévoyait également, dans la culture du coton et du riz, la mise en valeur d'1 million d'hectares de terrain, répartis entre la boucle du Niger, région du lac Debo, et le delta intérieur, Massina, situé entre le Niger et le Bani. La culture du riz, comme celle du coton, demande une main-d'œuvre abondante. Ainsi, avant l'avènement de la mécanisation à outrance, l'Asie, grâce à sa forte densité humaine, a-t-elle presque monopolisé la culture du riz, selon les méthodes traditionnelles. Mais il est déjà dit plus haut que l'automation et la mécanisation bouleversent aujourd'hui le vieux concept de l'optimum de population et que des régions relativement dépeuplées, c'est le cas du Sénégal et du Mali, qui, parallèlement à une politique de repeuplement, adoptent les nouvelles méthodes scientifiques, pourraient se tirer d'affaire grâce à une mécanisation à outrance de l'agriculture et une automation aussi complète que possible de l'industrie au stade définitif. Il faut faire en sorte que le riz remplace le mil dans l'alimentation nationale. Des centres d'extraction pétroliers entièrement automatiques sont édifiés dans le bassin de la Volga et contrôlés à distance par un poste central unique. Ces centres permettent de quintupler la production de l'URSS. À Dartmoor, en Angleterre, la première centrale électrique robot du monde, commandée à 150 km de distance, est mise en marche cette année, 1960. Reboisement. La zone sahélienne, d'autant plus désertique qu'on remonte vers le nord, est la zone de reboisement par excellence. Aussi, dès 1950, avions-nous proposé une formule de reboisement de ces régions. Cette formule, qui avait été approuvée à l'époque par le peuple sénégalais et prise en considération par l'administration, fut laissée par la suite
dans les tiroirs. Les méthodes appliquées dans le sud de l'URSS, Voronezh, pour recréer l'humidité dans cette région, nous seraient d'une grande utilité. Il importerait d'en tirer le maximum d'enseignements avant d'entreprendre aujourd'hui le reboisement de la zone sahélienne à l'échelle du continent. L'homme peut recréer l'humus par le sable aride. Bien que la vocation du Mali pour l'installation d'une industrie chimique et textile et pour la culture du riz soit évidente, le dernier mot n'est pas dit. Dans une phase ultérieure, si l'unification de l'Afrique rencontrait des difficultés momentanées assez importantes, le Sénégal pourrait installer une industrie lourde en important du charbon coquifiable pour le traitement du fer de Mauritanie. 50 millions de tonnes de réserves à la montagne de fer près de Fort Gouro et de Kédougou. Le cuivre de la région pourrait être traité grâce à l'énergie hydroélectrique provenant du barrage de Gouina, dont il va être question ci-dessous. Le titane, qu'on trouve en abondance dans les sables côtiers, Casamance, Rufisque, Petite-Côte, avec d'autres métaux non ferreux, pourrait constituer le point de départ d'une métallurgie des alliages légers, qui, dans l'avenir avec le nouvel essor de la construction aéronautique et astronautique, revêtiront une importance capitale. Il importe aussi de mettre l'accent sur la future source prépondérante pour l'alimentation de la métallurgie. Il s'agit de la récupération des ferrailles de toutes sortes. Il est évident qu'au fur et à mesure que les mines des différents métaux s'épuisent, la récupération de la vieille ferraille devient progressivement l'unique moyen de se ravitailler en métal. Dans les années qui précèdent la guerre, l'industrie lourde allemande, Krupp et Thyssen, était ravitaillée par une grande part de la récupération de ferraille. C'est-à-dire que de nombreux blindés et cuirassés d'Hitler provenaient de cette source. Nous nous souvenons encore des navires qui stationnaient à Dakar pendant des semaines, achetant la ferraille, même par kilo, ramassée par les badous, les enfants, les chômeurs de toute catégorie. Vis-à-vis de cette source de ravitaillement, qui même à l'heure actuelle est importante, le Sénégal est aussi privilégié que n'importe quel territoire. Mais dans l'immédiat, la source principale resterait le fer presque pur de la Mauritanie, dont le lieu de traitement naturel est le Sénégal. Les efforts qu'il faudrait fournir pour installer un combinat en Mauritanie, soit en fabriquant l'eau douce à partir de la mer, suivant les nouveaux procédés, et pour l'acheminer sur des centaines de kilomètres par pipeline, soit en faisant des travaux d'aménagement pour atteindre à un endroit approprié le lac d'eau douce sur lequel reposerait le Sahara, sans compter les autres travaux d'aménagement dans un endroit désertique et sans arrière-pays, sont tels que ce travail serait prohibitif. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Dakar comme port principal de construction aéronautique et maritime se dessine d'une façon très nette. Même sans industrie lourde sur place, Dakar deviendra dans l'avenir, grâce à sa situation privilégiée, à l'abri qu'il offre, un des principaux centres africains de construction navale en important les tôles sorties des laminoirs des combinats avoisinants de Guinée ou du Zaïre. Tandis que Dakar continuera à se développer, une fraction des nombreuses industries ci-dessus citées, en particulier textiles et matières colorantes, dûment installées à Saint-Louis, ferait renaître cette vieille capitale où abonde une gracieuse main-d'œuvre féminine inemployée. Élevage. La maigreur du bétail dans la zone sahélienne, Sénégal, Mali, est proverbiale. Une vache produit presque 10 fois moins de lait qu'en Europe. Les barrages d'irrigation qui seront construits sur les fleuves permettront, outre la culture du riz,
et du coton, celle de plantes fourragères et la création de prairies artificielles pour le bétail, dont, réciproquement, les excréments constituent un engrais complet contenant à la fois de l'azote, de la potasse et du phosphate, c'est-à-dire les 3 éléments minéraux dont se nourrissent les plantes et dont le sol s'appauvrit constamment. De même, d'autres sous-produits de l'industrie alimentaire future pourront être systématiquement destinés à la nourriture du bétail. Tourteaux, pulpe de fruits, des usines de conserve, etc. Nous n'avons pas de mouches ZZ, mais nous n'avons pas non plus de prairies dans le nord. Il faut installer des éoliennes, non pour produire l'électricité, mais pour l'abreuvage du bétail au ferlo, l'irrigation, la culture du tabac. En Casamance, il faudra pratiquer l'épandage par avion de produits insecticides, DDT, etc. pour lutter contre la mouche ZZ. L'étude de la commercialisation de certaines plantes, qui pourront ainsi devenir plantes industrielles, doit être entreprise. Problème de l'énergie. En ce qui concerne le Sénégal, il faudrait reprendre l'étude et la construction du gigantesque barrage de Gouya, situé au Mali, en amont de Kaye. Le site avait été choisi, entre autres raisons, probablement parce que cette partie du lit du fleuve se trouve encore sur le socle ancien où l'eau se perd moins par infiltration qu'en terrain sédimentaire. Ce barrage devait permettre d'irriguer toute la haute vallée pour la culture du coton et du riz, de régulariser le cours du fleuve pour la navigation en fonction des saisons et en même temps de produire une énorme quantité d'électricité dont l'utilisation industrielle future n'est pas un problème aujourd'hui pour nous. L'interconnexion des lignes de haute tension collectant l'électricité produite par la cascade d'usines installées en aval du barrage avec les lignes provenant des centrales thermiques les plus éloignées, situées sur la côte atlantique ou au Mali, ne poserait aucun problème technique particulier de transport. En effet, les distances sont relativement réduites, très souvent moins grandes que celles qui séparent les usines françaises. L'énergie électrique ainsi disponible après la construction du seul barrage de Gouya suffirait à elle seule pour alimenter toutes les industries du Mali et du Sénégal envisagées dans cette étude. Toujours en descendant la vallée du Sénégal, on doit, compte tenu de l'irrégularité du début du fleuve, dont les eaux se perdent surtout par infiltration dans les terrains calcaires, étudier la rentabilité de la construction du barrage de Dagana et celle de micro-centrales qui seraient échelonnées tout le long du fleuve jusqu'à la basse vallée et auquel l'aménagement de grands réservoirs permettrait de fonctionner même en période d'étiage. Il faut voir si l'adjonction de ces réservoirs est plus économique que la construction de microcentrales sans réservoir qui fourniraient seulement une énergie d'appoint à certaines périodes de l'année et qui, pour le reste du temps, pourraient à peine fonctionner au 1/100 de leur puissance installée. Le débit du Sénégal varie en effet de 10 mètres cubes étiage à 4 ou 5000 mètres cubes haute eau. L'eau monte jusqu'à 12 mètres en période de crue. On étudiera de même la rentabilité de barrages sur la Haute-Gambie et la Casamance. Ces deux fleuves qu'on a négligés jusqu'ici du point de vue hydroélectrique. Au stade définitif, on étudiera également la rentabilité d'usines marémotrices à l'embouchure du Sénégal. Les eaux de mer montent jusqu'à Dagana et Podor, ce qui correspond à plusieurs centaines de millions de mètres cubes d'eau de mer que la nature manœuvre à chaque marée, dans les mouvements du flux et du reflux. Il n'est nullement absurde d'envisager de transformer en énergie électrique l'énergie marémotrice mécanique ainsi dissipée
dans la nature. En effet, les trois facteurs qui entrent en jeu, l'unité de hauteur, le coefficient de marée, l'établissement du port, ne sont pas plus défavorables que sur certaines parties des côtes françaises, qui sont pourtant les plus favorisées du monde. La carte de l'amplitude des marées, 2 fois le produit de l'unité de hauteur par le coefficient de marée, donne pour les côtes occidentales de l'Afrique, à la latitude du Sénégal, 5,4, tandis qu'on a pour la baie d'Arcachon et l'embouchure de la Garonne, 4,6. Baie de la Rochelle, 5,4. Embouchure de la Loire, 5,2. Finistère, 6,4. La faiblesse des amplitudes de marée sur les autres points de la côte atlantique de l'Afrique, 1,6 au golfe de Guinée, interdit tout projet d'installation de ce genre. C'est seulement pour les estuaires situés sur la Manche qui constituent un bassin de résonance particulier que ces amplitudes sont extrêmement élevées et avoisinent même celles du Canada. Estuaire de la Ronce, 11,4. Baie du Mont Saint-Michel, 12,4. L'abondance des sites favorables en France et les énormes frais que nécessite l'installation des usines marémotrices ont amené le gouvernement français, d'après R. Guibrat, à éliminer tous les projets concernant les usines à faible puissance. Le problème est en réalité analogue à celui des chutes d'eau à capter et peut être ramené à 2 facteurs: la masse d'eau à manœuvrer et la hauteur de chute sous laquelle elle est manœuvrée. C'est ce dernier facteur, pour nos côtes de l'Ouest, qui est modeste ou dérisoire, tandis que l'autre facteur, en l'occurrence l'étendue des bassins, est extrêmement élevé. Dans le même ordre d'idées, il faudrait étudier aussi la possibilité d'équiper l'estuaire du Sine Saloum, où l'eau de mer remonte jusqu'à 70 km à Kaolack, et celui de la Gambie et de la Casamance, qui sont également remontés par la mer sur des dizaines de kilomètres. Les usines seraient munies de turbines à double effet, fonctionnant au remplissage et au vidage. Mais ces installations coûtent cher et il nous faudra commencer par des centrales thermiques, tout en construisant Guyana. On sait qu'une hauteur de chute minima est nécessaire pour que la force motrice de l'eau soit transformable en énergie électrique par les turbines. S'il s'avérait que cette condition fondamentale n'était pas remplie après une étude complète des estuaires de nos fleuves, on pourrait essayer sans trop de conviction de pallier cet inconvénient majeur. A. Par siphonnage dans des bassins de plus en plus surélevés, comme cela est prévu dans les projets de la Manche, Ronce, Saint-Michel. B. Par la construction d'ouvrages souterrains fonctionnant à simple effet lors du retrait des eaux en basse marée. Mais on ne doit pas oublier que l'énergie marémotrice n'est qu'une énergie d'appoint pour l'Afrique noire. Elle n'entre pas dans les évaluations qui confèrent à l'Afrique noire des réserves mondiales d'énergie hydraulique. Donc, même sans en tenir compte, l'Afrique noire n'en reste pas moins un des premiers pays énergétiques du monde. La classification ne bouge pas d'un iota. Le tableau demeure optimiste. C'est uniquement pour faire un inventaire complet que nous avons été amenés à citer cette source complémentaire, vraiment secondaire, voire hypothétique d'énergie. On ne doit pas se méprendre sur son importance relative. Dans l'immédiat, les centrales thermiques les plus indiquées sont celles du charbon
vu la proximité de ce combustible. Au second stade, on pourra installer des centrales au diesel fonctionnant au mazout, aussitôt que des découvertes importantes de pétrole seront faites dans le Mali et le Sénégal. Par la même occasion, on installera des centrales brûlant le gaz naturel. Enfin, avec le développement des cadres techniques, nous installerons dans un proche avenir des centrales atomiques utilisant le plutonium comme combustible. Nous nous orienterons résolument vers l'utilisation des réacteurs de type pile couveuse ou brideuse, qui sont promises à un très grand avenir. Lorsque certaines mises au point seront faites, on sait que ces piles permettent de réaliser une sorte de miracle industriel, en ce sens qu'elles produisent plus de combustible, c'est-à-dire de plutonium, qu'elles n'en consomment. On voit que l'opération suppose au préalable la création de piles plutonigènes qui seront installées parallèlement. Ces dernières utilisant l'uranium naturel enrichi, le plutonium recevrait pour la première fois une destination pacifique. Les futurs centres atomiques africains devront résolument stocker leurs déchets, tout au moins solides, jusqu'à ce que des études sérieuses permettent de déterminer le meilleur moyen de s'en débarrasser. Le procédé anglais qui consiste à les déposer par pipeline sur les fonds marins est absolument à éviter. L'énergie solaire pourrait être utilisée dès aujourd'hui à des fins domestiques par des procédés relativement modestes. En Inde, le National Physical Laboratory de Delhi a mis au point différents types de cuisinières solaires, solar cooker, souvent à forme parabolique. Elles sont très pratiques pour la préparation des repas moyens. En améliorant ce procédé et en popularisant son usage, on pourrait arriver à alléger le travail domestique tout en contribuant d'une façon appréciable à épargner le peu de forêt qui reste. On freinerait en effet, dans la mesure de l'utilisation de ces cuisinières, le déboisement discret, mais intense et désastreux, pratiqué par les vendeurs de bois morts, les laobés et autres. En France, il existe la cuisinière solaire des campeurs, de Anne Doumé. Celle de Maria Telx peut atteindre 100 degrés centigrades, d'après Félix Trombe. L'énergie solaire pourrait être utilisée dans les chauffe-eau et dans les habitations à air conditionné pour la distillation de l'eau, pour la fabrication du froid dans un circuit utilisant la dissolution et liquéfaction de l'ammoniac sous 8 atmosphères à la température ordinaire. Félix Trombe trouve qu'on peut envisager des moteurs solaires à faible rendement, 5%, qui fournissent une énergie mécanique utilisée pour produire du froid avec un rendement, cette fois-ci de 300%, selon le principe du cycle frigorifique, égal cycle de Carnot fonctionnant en sens inverse. Mais à l'échelle industrielle, rien d'immédiat ne saurait être réalisé. Actuellement, les moteurs solaires coûtent trop cher et Trombe estime qu'1 kW de puissance installée correspond à un prix de revient de 500 000 à 1 million de francs anciens. Pour ce qui est de l'utilisation directe, il envisage alors deux voies possibles, soit une diminution du prix de revient des appareils à rendement faible, 5% environ, soit la construction d'appareils de haut rendement permettant l'usage de turbines. Il semble que les Italiens aient tenté de commercialiser un moteur fonctionnant à l'aide de fluides facilement vaporisables, tels que l'anhydride sulfureux, liquide et gazeux. On se souvient que des essais avaient été faits en Égypte par Schumann de Philadelphie en 1912 en utilisant des miroirs cylindro-paraboliques et travaillant sous pression réduite.
Il avait réussi à obtenir une puissance de 50 chevaux et un rendement de l'ordre de 5%. Mais cette usine, qui se trouvait à Mahdi, a cessé de fonctionner depuis 1914. Avant de tenter cette réalisation industrielle, Schuman avait fait un essai de laboratoire, en quelque sorte en combinant l'abaissement de la pression et l'effet de serre, en entourant une chaudière plate par un manchon vitreux. On sait que les rayons lumineux qui pénètrent dans une enceinte en verre, après réflexion sur le corps qui s'y trouve, acquièrent des longueurs d'onde plus grandes qui les rapprochent des radiations chaudes, des infrarouges et de ce fait ne peuvent plus sortir de l'enceinte. En effet, puisqu'il y a augmentation de longueur d'onde, le verre devient opaque, étanche en quelque sorte par rapport à eux. Il y a donc accumulation d'énergie qui augmente la température. C'est ce phénomène qu'on appelle l'effet de serre. Notre but, en insistant quelquefois sur les détails techniques des réalisations au passage, est de montrer aux jeunes chercheurs éventuels de l'Afrique les perspectives qui s'offrent à eux. Enfin, d'après Dijon Chey, le site de Kayar, dans le Djander, est favorable à l'installation d'une usine thermique des mers, du type de celle qu'on est en train d'installer à Abidjan. 6. Soudan nilotique, Grand Lac, Éthiopie. Cette région, plusieurs fois vaste comme l'Europe, possède comme principale source d'énergie les réserves du Nil et de ses affluents. Au total, plus de 60 milliards de kilowattheures de réserves annuelles. La majeure partie de cette énergie sera fournie par le barrage d'Oven à la sortie du lac Victoria. Il existe également des réserves d'uranium. Le port de Mombasa, au Kenya, sur l'océan Indien, est appelé à devenir un grand centre de construction navale. Les cultures du coton, de la canne à sucre, de l'agave, du sisal, des palmiers à huile et cocotiers dans la plaine côtière permettent l'installation des industries correspondantes. D'autre part, le maïs et autres céréales, le café, le thé sont des cultures vivrières et commerciales. Le pays est également propice à un grand développement de l'élevage, savane. En s'élevant en altitude, on y rencontre toutes les zones climatiques, jusqu'aux neiges des monts de la Lune. Les sites, tout en étant favorables au tourisme, sont indiqués pour l'installation de sanatoria et le centre de repos. 7. Bassin du Zambèze. Le potentiel énergétique du pays s'élèverait, d'après les chiffres publiés par Dijon Chey, à 45 milliards de kilowattheures annuels. Il existe des réserves d'uranium. Le bassin charbonnier d'Iwanki au Zimbabwe, avec son charbon coquefiable, est la plus grande réserve africaine de charbon, d'après Dijon Chey. Le bassin de la rivière Ruhuhu au Tanganyika contient 6,5 milliards de tonnes de réserves. Dans le sud-ouest africain, les gisements de vanadium peuvent alimenter la fabrication d'acier résistant pour l'aéronautique et la construction électrique. Avec le gigantesque barrage qui est en construction sur le Zambèze au Zimbabwe et la présence de fer, cette région est considérée comme une véritable roue africaine. 8. Afrique du Sud. Elle est déjà industrialisée par la minorité européenne qui y vit. Elle possède de l'or, du diamant, du charbon, Transvaal, Natal, coquefiable, de l'uranium, du thorium, Cap, une laine de qualité internationale grâce à l'élevage du mouton mérino. La culture de la canne à sucre est prospère sur la côte de l'océan Indien. Il semble que le désert du Kalahari, qui borde le pays au nord, soit aussi important que le Sahara au point de vue réserve de pétrole. 9. Moyens de transport.
Dans une première phase, on doit créer des routes modernes, des autostrades cimentées ou goudronnées, transcontinentales et une puissante aviation civile. La construction de nouveaux chemins de fer, avec toutes les difficultés qu'elle implique, sera reléguée à une phase bien ultérieure. Par contre, tous les spécialistes sont d'accord pour souligner l'importance de l'hydravion comme moyen de transport intérieur en Afrique. Vu la multiplicité des lacs et cours d'eau, l'hydravion et l'hélicoptère accéléreraient surtout dans la liaison des moyennes distances. Ainsi, il n'y aurait aucune concurrence avec l'aviation civile ultra rapide. Ce qu'il faut donc noter ici, c'est l'absurdité économique pour un continent neuf comme l'Afrique noire, une politique de construction de chemins de fer dans la phase initiale de son développement. Les chemins de fer vraiment indispensables après une étude approfondie et qui seront forcément à traction électrique ou tout au moins au diesel seront construits parallèlement au développement de l'équipement électrique et de l'exploitation du pétrole. Pour les transports maritimes, nous ne construirons plus tard que quelques bâtiments transocéaniques de luxe pour le tourisme. Par contre, le continent devra consacrer une bonne partie de ses efforts à la construction de grands cargos à fort tonnage, 40 000 tonnes et plus, pétroliers, bananiers, méthaniers, etc. J'insiste sur tous ces détails car il importe dès le début de dégager une doctrine technique et industrielle qui permette d'éliminer les tâtonnements actuels ou futurs, les erreurs d'orientation qui seraient coûteuses. 10. Formation des cadres techniques. Au début de notre industrialisation, nous commencerons par importer des usines préfabriquées, avec le personnel étranger qualifié, rompu au maniement des appareils pour les avoir conçus et expérimentés. De telles usines peuvent être de toutes sortes, métallurgiques lourdes, chimiques, électroniques, etc., aussi automatisées que possible. Nous savons qu'un technicien africain placé dans les conditions optimales de responsabilité doit et peut assimiler rapidement les connaissances qui lui permettent de diriger ensuite tout un ensemble dont dépend la vie nationale, c'est-à-dire progressivement la vie continentale. Donc, le moment venu, on doit savoir mettre les techniciens africains en face de leurs responsabilités. Ils devront en un mot remplacer les techniciens étrangers auprès des machines et des appareils dans les meilleurs délais. La première infrastructure industrielle ainsi installée, nous serons obligés d'abord d'établir des chaînes de montage de machines et appareils divers, tracteurs, avions, automobiles, etc. Il nous faudra parallèlement acquérir des brevets étrangers pour construire sous licence nos premiers engins et machines modernes, moteurs, différents engins de propulsion modernes, turboréacteurs, machines électriques. La durée de cette période doit être aussi abrégée que possible pour que les Africains passent au stade des constructions et des réalisations techniques autonomes indigènes. Les cadres subalternes pourraient être formés en grande partie sur les chantiers, dans les usines, sur les lieux de travail. Fin de la troisième partie.